Affaire Karel Pedre. Karel Pedre est-il victime d'une accusation infondée ou d'un système qui rattrape enfin les figures publiques haïtiennes? Cette nuit de décembre en Floride soulève des questions que personne n'ose vraiment poser. Pourquoi Karel Pedre demeure-t-il en détention après le paiement de sa caution? Et l'affaire migratoire a-t-elle pris le pas sur l'accusation pénale initiale de violence domestique? Présentation, faits établis et analyse approfondie. La figure publique et la fracture. Karel Pedre est l'une des personnalités médiatiques haïtiennes les plus connues de sa génération. Journaliste, animateur et entrepreneur culturel. Il s'est imposé depuis plus de 20 ans comme une voix influente dans le paysage médiatique haïtien et au sein de la diaspora. Fondateur de la plateforme Chocarella, Karel Pedre a contribué à promouvoir la culture, la musique et les débats sociétaux haïtiens à une échelle internationale. Pour beaucoup, il incarne la réussite en exil forcé face à la situation chaotique du pays. Notre pays, par-dessus tout, souffre d'un mal humain. Le travail constant et la visibilité médiatique construite sur la durée. C'est précisément cette stature dans laquelle il est aujourd'hui impliqué, aussi sensible, aussi clivante et aussi révélatrice. Au moment des faits, Karel Pedre, âgé de 45 ans, résidait dans un appartement situé au 9097 NW 57th Street avec sa maîtresse, Richelle Robinson, ressortissante non haïtienne. Selon les informations disponibles, elle serait jamaïcaine ou américaine, mais son identité demeure officiellement protégée par les autorités aux procédures en matière de violence domestique. La nuit du 21 décembre 2025, intervention policière. Dans la nuit du 21 décembre 2025, les shérifs adjoints du Broward County Sheriff's Office interviennent à cette adresse après des appels signalant des cris inquiétants. Le voisinage rapporte avoir entendu une femme appeler à l'aide. Une voisine et sa mère affirment l'avoir vue nue et en situation présumée d'étranglement. Ces témoins refusent toutefois de rencontrer directement les députés et demandent à conserver l'anonymat. Déclaration de la victime. Entre affirmation et rétractation. Lors de l'intervention, la victime déclare initialement que Karel Pedre l'aurait jeté au sol et verrouillé à l'extérieur de l'appartement à l'aide d'une application téléphonique. Cependant, par la suite, elle nie avoir été étranglée. Elle refuse de fournir un témoignage sous serment. Elle évoque la réputation publique de Karel Pedre et la protection de ses enfants qui ne sont pas ceux de l'accusé. Ces contradictions constituent l'un des points centraux du dossier. Les preuves disponibles. Les éléments matériels reposent essentiellement sur les témoignages du voisinage, les déclarations initiales de la victime. Aucune blessure visible n'aurait été officiellement documentée et aucune preuve physique irréfutable, photos, vidéos ou enregistrement public, n'a été rendue publique à ce stade. Arrestation et qualification juridique. Karel Pedre est arrêté pour domestic battery, touch or strike, conformément à la Florida Statute 784-03 1A1. Une caution de $1000 est fixée et versée. Comme dans toute procédure pénale, il bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à toute décision judiciaire définitive. Le 23 décembre 2025, malgré le paiement de la caution, Karel Pedre est placé sous la garde de l'ICE, Immigration and Customs Enforcement. Cette décision repose sur un dépassement de visa touristique après une entrée aux États-Unis en février 2025. Deux procédures distinctes sont donc en cours, une pénale et une migratoire. Pourquoi Karel Pedre demeure-t-il en détention après le paiement de sa caution et l'affaire migratoire a-t-elle pris le pas sur l'accusation pénale initiale de violence domestique? Karel Pedre n'a pas perdu sa caution. La caution fixée dans le cadre de l'affaire pénale pour violence domestique présumée a été payée. Sur le plan strictement pénal, il était donc éligible à une libération provisoire dans l'attente de son audience. Deux procédures distinctes sont en cours. L'arrestation a déclenché deux dossiers indépendants. Une procédure pénale locale pour domestic battery, une procédure migratoire fédérale initiée par l'ICE.
Ces deux procédures relèvent de juridictions différentes et ne s'annulent pas l'une l'autre. La détention actuelle est liée à l'immigration. Après le paiement de la caution, l'ICE a émis un déteneur en raison d'un dépassement de visa touristique. À partir de ce moment, la détention ne relève plus de la police locale, mais des autorités fédérales de l'immigration. Ce n'est pas une nouvelle arrestation pénale. Karel Pedre n'a pas été réarrêté pour un nouveau crime. Il est maintenu en détention administrative dans l'attente de décisions liées à son statut migratoire. L'affaire pénale n'est pas abandonnée. Le dossier de violence domestique suit toujours son cours judiciaire normal. Il est simplement moins visible publiquement, car les procédures pénales prennent plus de temps que les décisions administratives en matière d'immigration. La cause initiale reste l'intervention policière. Sans l'intervention policière liée aux accusations de violence domestique, la situation migratoire n'aurait probablement pas été activée à ce moment-là. L'affaire pénale est donc bien l'élément déclencheur, même si l'immigration est devenue le facteur déterminant de la détention actuelle. La diffusion du mugshot de Karel Pedre provoque une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Une partie de la diaspora exprime un soutien massif, tandis que d'autres dénoncent l'effacement de la victime dans le débat public. La nationalité non haïtienne de Richelle Robinson alimente des interrogations sur d'éventuels biais communautaires et sur le rôle de la notoriété dans la perception de l'affaire. Au-delà des débats et des prises de position, cette affaire rappelle une réalité fondamentale. Derrière chaque dossier judiciaire se trouve une souffrance humaine. Peu importe l'origine, la nationalité ou le statut social. La douleur d'un être humain engage notre responsabilité collective. Souhaiter force à Karel Pedre pour affronter cette épreuve n'exclut pas l'exigence d'une justice impartiale pour Richelle Robinson et pour toute victime anonyme. Que la vérité émerge des tribunaux et non des réseaux sociaux. Dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Que ce soit pour défendre une position, une image ou une identité, par fierté, volontaire ou involontaire, nous finissons toujours par subir le poids des choses et des circonstances. Nous serons toujours la prochaine victime, que ce soit par excès de sagesse ou par orgueil. Une question dérangeante mais nécessaire mérite d'être posée. Si la victime avait été une femme haïtienne, officiellement l'épouse de Karel Pedre, la réaction du public aurait-elle été la même? Aurions-nous assisté au même élan de solidarité massive envers Karel Pedre? Les hashtags auraient-ils dominé l'espace médiatique avec la même intensité? Le charisme populaire, la notoriété et le capital symbolique de Karel Pedre auraient-ils exercé le même effet de protection collective? Ou, au contraire, une femme haïtienne, épouse reconnue, aurait-elle bénéficié d'une plus grande écoute, d'une empathie plus spontanée, d'un réflexe communautaire de protection différent? Cette interrogation révèle une réalité inconfortable. La perception d'une victime n'est jamais neutre. Elle est influencée, communautaire. La proximité culturelle, la visibilité sociale, et parfois par la loyauté affective envers une figure publique admirée, le poids du charisme et de la notoriété. Karel Pedre ne porte pas seulement un nom, il porte une histoire, une voix familière, un visage connu, une présence quotidienne dans la vie de milliers de personnes. Ce capital affectif agit comme un filtre. Face à une accusation grave, beaucoup ne se demandent pas d'abord « que s'est-il passé ?», mais plutôt « comment une telle chose pourrait-elle être vraie ?» venant de lui. Le charisme populaire devient alors un bouclier émotionnel, parfois involontaire, parfois aveuglant. La victime invisible, celle qui souffre en silence. Et pendant que l'opinion débat, pendant que les camps s'affrontent, la victime, quelle que soit sa nationalité, souffre. Souffrance d'avoir parlé ou d'avoir parlé puis s'être tue, souffrance d'être crue par certains et niée par d'autres, souffrance d'être réduite à une variable dans une guerre d'opinion. La victime ne souffre pas seulement des faits allégués, elle souffre aussi du regard public, de la pression sociale, de la peur de détruire une image, une carrière, une famille, une vérité fondamentale. Qu'elle soit haïtienne ou non, épouse officielle ou compagne, connue ou anonyme, une victime qui souffre reste une victime qui souffre.
et cette souffrance mérite. Respect, prudence, silence parfois, justice toujours. Pleurer avec ceux qui pleurent n'est pas un slogan, c'est un devoir humain. Car derrière chaque souffrance, il y a un être. Et la souffrance d'un seul être humain engage, d'une manière ou d'une autre, notre responsabilité collective. Reconnaître cette souffrance n'est pas condamner, c'est refuser l'aveuglement.